Chers amis auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain, François-Xavier Consoy, votre serviteur comme d'habitude. Et j'ai le plaisir de retrouver quelqu'un qui est déjà passé sur nos ondes et qui va nous parler d'une situation bien trouble dans l'Est de l'Europe. Il s'agit de Ferenc Olmasi, j'espère que j'ai bien prononcé. Salut Ferenc. Bonjour, bonsoir aux auditeurs. Alors, cher ami, tu es patron du Visegrad Post, un média spécialisé dans l'actualité des pays d'Europe de l'Est. Et bien évidemment, alors que nous enregistrons, là, nous sommes quasiment mi-mars, nous allons parler de ce qui nous intéresse le plus en ce moment, ce qui a carrément remplacé toute une pandémie mondiale. Il s'agit de la peut-être prochaine troisième guerre mondiale, on verra. Il s'agit du conflit en Ukraine. Alors, il me semblait tout à fait pertinent de te donner la parole sur ce sujet. Avant toute chose et de rentrer dans le dur du dur, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la situation aujourd'hui? Nous sommes le 9 mars. Est-ce que tu peux me donner le regard de la Hongrie, puisque tu es en Hongrie, toi, le regard de la Hongrie et des pays de l'Est, Pologne, etc., sur la situation en Ukraine? Alors, par où commencer? La chose essentielle, le mot qui résume le plus l'attitude, le point commun de tous ces pays-là, c'est l'inquiétude. Évidemment, l'inquiétude. Pas seulement la guerre, mais c'est aussi tout ce qu'il y aura comme conséquence. Évidemment, d'une part, on ne sait pas où ce conflit s'arrêtera. Il est difficile, je pense qu'on va y revenir. Et il est assez difficile de comprendre, pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'observateurs, il est difficile de comprendre la stratégie russe. À côté de ça, moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'inquiètent d'une invasion de la Pologne ou de la Hongrie par les chars russes. Ça me semble absolument absurde. En revanche, le fait qu'il puisse y avoir un conflit qui s'enlise et qui dure avec une intensité plus haute que celle du Donbass pendant 8 ans, et tout ce qui va avec, c'est notamment beaucoup de réfugiés, des problèmes de sécurité au niveau de la frontière, peut-être du trafic d'armes, ce genre de choses. Et puis, ensuite, il y a aussi la dégradation économique. Là, pareil, je pense qu'il faudra qu'on y revienne, mais là, ça s'accélère, ça devient visible pour tout le monde, hein, ce sur quoi les experts et des journalistes comme nous alertaient depuis des années, maintenant devient évident pour le grand public. Quand ça devient évident pour le grand public, c'est qu'il est déjà trop tard. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des signaux qui sont perçus, qui sont d'autant mieux perçus en Europe centrale et orientale que, mis à part, on va dire, la dernière génération, la majorité des adultes a connu le communisme, ne serait-ce qu'en tant qu'adolescent. Mais la majorité des adultes, aujourd'hui, a connu le communisme. Et donc, ils ont des souvenirs de ce que c'est qu'une dégradation économique, de ce que c'est que des pénuries, de ce que c'est qu'un changement de régime. Et tout ça, c'est des souvenirs assez vivaces et qui font qu'il y a... Je perçois un autre niveau, une autre intensité dans l'inquiétude en Europe centrale et en Europe occidentale, où il y a paradoxalement une sorte de catastrophisme où on parle de guerre nucléaire, etc. Et en même temps, en réalité, tout le monde s'en fout. Donc c'est une espèce d'effet Netflix. On est spectateur de sa propre extermination et dans la joie et la bonne humeur. En Europe centrale, c'est beaucoup plus terre à terre. Personne ne pense à un hiver nucléaire. En revanche, on a peur très concrètement pour des dégradations économiques qui vont avoir un impact très sérieux et durable sur nos vies, sur les décennies qui viennent. J'ai bien dit les décennies qui viennent. Insistons là-dessus, puisque justement c'est intéressant cette idée qu'en Occident on a une vision très spectaculaire, à savoir ça va être la guerre atomique sans savoir ce que c'est que la guerre tout court, tandis que dans les pays de l'Est, comme tu l'as dit, on est plus pragmatique. Est-ce que justement, allez, allons-y carrément, point de vue économique par exemple, on voit le cours du pétrole s'enflamme, sans jeu de mots. Pareil pour le prix du blé, etc. Dans les pays de l'Est, comment vraiment est-ce qu'on voit les choses? Est-ce que ça y est, c'est acté, c'est pas forcément une guerre à proprement parler, mais va falloir se resserrer la ceinture. Grosso modo, on revient en arrière on reprend le mode de vie soviétique, par exemple, hein, où on décide de s'occidentaliser complètement. Maintenant, pour la plupart, nous sommes dans l'Union européenne, on va jouer la carte de l'Union européenne. Quelle est la perspective? Je peux donner un exemple très concret d'une mesure gouvernementale hongroise qui a été prise le 4 mars
la Hongrie a interdit l'exportation de céréales. D'accord. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à ce que ça signifie. Alors on peut rigoler, dire que la Hongrie c'est un petit pays, etc. D'accord, très bien. Mais c'est un signe extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que lorsqu'un pays bloque le marché des céréales pour dire non, on garde nos céréales parce qu'on ne sait pas ce qui vient, on a des inquiétudes sérieuses euh, et on veut prendre dès maintenant des mesures pour éviter toute pénurie alimentaire, je crois que c'est à prendre extrêmement au sérieux, Mm. quelle que soit la taille du pays. Et là, la Hongrie, c'est un petit pays, mais c'est pas non plus un pays insignifiant à l'échelle européenne. C'est un pays de l'Union européenne, c'est un pays agricole. Donc le fait que la Hongrie prenne une telle mesure, ça doit raisonnablement inquiéter tout le monde. Et ça donnera, enfin, en tout cas, ça va donner un exemple pour la Pologne, pour d'autres pays? On le verra bientôt. Viktor Orban, ça aussi on y reviendra. Viktor Orban est un politicien qui a une conduite assez solitaire. On reviendra aussi là-dessus du coup par rapport à sa position sur l'Ukraine, qui diffère d'autres pays de la région. Mais, euh, mais je pense que la Hongrie ouvre le bal une fois de plus, mais il est tout à fait envisageable qu'il y ait d'autres pays qui restreignent certaines exportations. Ouais. Mm. Est-ce que d'un point de vue plus global, avant de rentrer vraiment, par exemple, sur le cas d'Orban, est-ce que d'un point de vue plus global, on assiste à une unification vraiment du bloc oriental, on va dire Russie, Chine, contre l'Occident? C'est acté, désormais, sortez-nous du système SWIFT, le système bancaire mondial, c'est pas grave. Nous, les Russes, on va s'arranger avec les Chinois et de toute façon, on a bien compris que l'Occident était contre nous. Alors, avant de répondre à ça, je finis de répondre à la question d'avant. Oui. C'est-à-dire que en Europe centrale, clairement, l'Union européenne a perdu absolument tout crédit. Mm. D'autant plus que pendant qu'il se passe la guerre en Ukraine et que la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie sont les trois pays qui accueillent le plus de réfugiés, je n'ai pas les chiffres d'aujourd'hui ni d'hier, mais si on se reporte à avant-hier, on était à 1 million de réfugiés en Pologne en 10 jours, presque 200 000 en Hongrie, et on approche des 100 000 en Slovaquie. Pour des tout petits pays en plus. La Slovaquie, c'est 5,5 millions d'habitants, la Hongrie, c'est 10 millions. Mm. La Pologne, c'est 40 millions, mais quand on a 40 millions d'habitants et qu'on accueille 1 million de personnes en 10 jours, et que tout se passe bien, je crois que c'est une leçon pour tout le monde. Mm. Et exactement au même moment, l'Union européenne continue les attaques sur la Pologne et la Hongrie sur les soi-disant questions d'état de droit. Donc là, ça devient vraiment trop. Toute la cohérence de l'Union européenne. Ouais. Ça devient vraiment trop. C'est-à-dire que l'Union européenne trouve plus de temps et d'énergie pour continuer à prendre des sanctions contre la Pologne et la Hongrie dans cette situation que débloquer des fonds d'urgence pour aider l'accueil de réfugiés. Et ensuite, ça donne des grandes leçons sur l'accueil des réfugiés, parce que ces pays-là, soi-disant, ne les acceptent pas. Enfin, tout est bidon. C'est incroyable. Et le problème, c'est que ça prend de telles proportions que même au niveau diplomatique, politique, où il y a quand même une très grande inertie, où il y a quand même une très grande capacité d'acceptation et d'avalage de couleuvres, ça devient indigeste. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus tenable. En revanche, ce qu'on voit, c'est un renforcement de l'OTAN. D'où ma question. Voilà. Est-ce que, voilà. Et c'est comme ça que j'enchaîne sur la question d'après. Le renforcement de l'OTAN, on le voit très concrètement en Slovaquie notamment, qui est un pays qui a toujours été assez pro-russe, qui était toujours un allié, on va dire, assez... qui faisait le minimum syndical dans l'OTAN. Bon, là, ils ont changé beaucoup de choses. Il y a un nouvel accord de défense avec les États-Unis qui a été signé, et dans la foulée, un nouvel accord qui concerne l'OTAN et le partenariat pour la paix. Alors, c'est moins connu, mais le partenariat pour la paix, c'est un accord eurasiatique, grosso modo, où il y a y compris la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, etc. Il y a tous ces pays-là. Donc là, la Slovaquie a pris une nouvelle mesure avec l'OTAN et le partenariat pour la paix, sauf Russie et Biélorussie, donnant plus de liberté pour le survol d'avions militaires de son territoire.
la possibilité de stationnement de nouvelles troupes, etc. Bref, il y a un renforcement de l'OTAN sur le front oriental, qui est mécanique et qui est quelque chose de tout à fait logique dans ces circonstances. Et donc ce qu'on voit, c'est ça, c'est l'Union européenne qui perd totalement en crédit et l'OTAN qui regagne du crédit. Ça, c'est ce qui est en train de se passer en Europe centrale et orientale. Et par rapport à ça, ce paquet de sanctions complètement délirant, qui a été inefficace, ça dépend quel est l'objectif. Si l'objectif c'est faire plier la Russie, je pense que ça sera inefficace. Si l'objectif en revanche c'est de réorganiser par le même coup l'économie occidentale, je pense que ça va marcher. Parce qu'on ne va pas se leurrer, ceux qui ont pris la décision de faire ces sanctions savaient qu'il y aurait des conséquences et savaient même les conséquences que ça aurait sur les économies occidentales. Donc ça a été fait en connaissance de cause, volontairement. Voilà. Donc c'est des gens qui ont dit, quand ils ont signé les sanctions, ils ont dit d'accord, on accepte, on assume que l'essence va être à 3, 4, 5 euros le litre dans les mois qui viennent. On assume qu'il y aura peut-être des problèmes d'approvisionnement sur certains produits alimentaires. On assume qu'il y aura des problèmes de chauffage à l'hiver prochain. D'accord ? Ça, il faut bien le garder en tête. C'est volontaire et c'est assumé par les dirigeants occidentaux. Donc on en reparlera l'hiver prochain surtout. Ouais. Ouais, on en reparlera l'hiver prochain. C'est un peu comme le Covid, puisque justement on en avait parlé à l'occasion de ton premier passage. C'est un peu comme le Covid, c'est-à-dire qu'à chaque fois on aura les conséquences de tout ça, mais d'ici un an et demi, 2 ans et plus. Et donc juste pour conclure sur la Chine et la Russie, pour moi, ce qui se passe là, et ces sanctions, en réalité, pour moi, sont ce qui vient appuyer, confirmer, ou acter, on pourrait dire, ce qu'on pourrait qualifier de nouvelle guerre froide, probablement, où cette fois, c'est la Chine qui est le grand frère dans le bloc de l'Est, le nouveau bloc de l'Est, et le fait de couper ainsi la Russie de l'Europe est quelque chose à mon sens, de catastrophique pour l'Europe, de mauvais pour la Russie, et en revanche, pour les États-Unis et la Chine, c'est banco. Pour les États-Unis, parce que ça veut dire qu'ils peuvent reprendre la main en Europe et avoir une domination totale, notamment sur le marché de l'énergie, directement et indirectement. Et banco pour la Chine, parce que du coup, elle satellise complètement la Russie. La Russie va être totalement dépendante de la Chine désormais pour écouler une partie de ce qui fait son argent, c'est-à-dire de ses ressources gaz, pétrole, etc., mais aussi pour tout ce qui est technologie, services, etc., qu'elle ne pourra plus se fournir en Europe, ou plus autant. Et là, avec par exemple, Apple qui se retire de la Russie, c'est Huawei qui doit se frotter les mains. Logique. C'est un nouveau marché de 140 millions de personnes. Et ils vont avoir un monopole. C'est du délire. Et donc la fameuse, puisque on a des auditeurs qui sont très européens dans le sens, l'Europe de Brest à Vladivostok, finalement toute cette logique européenne aujourd'hui, je ne parle pas de l'Union européenne, mais cette logique européenne de la grande Europe, c'est fini. C'est-à-dire que voilà, cette possibilité pour la France, pour l'Allemagne et autres pays européens d'aller chercher des ressources et d'apporter de l'ingénierie européenne en Russie. Maintenant, c'est fini, comme tu l'as dit. Maintenant, ça sera la Chine et la Russie. Et finalement, l'Union européenne comme porte-avions de l'Amérique. Oui, l'Union européenne, espèce d'EHPAD arc-en-ciel, multiculturel. Oui, super projet. Coupé donc de la Russie. C'est qu'en fait, on est en train de voir l'érection d'un nouveau rideau de fer. Pas matériel pour l'instant. On n'est pas au bout de nos surprises peut-être. Mais oui, clairement là, il y a une nouvelle rupture sur le continent européen. Et je crois que c'est pas notre génération qui verra l'Europe de Brest à Vladivostok. Ça c'est sûr. On va basculer vers quelque chose peut-être un petit peu plus léger et finalement entre guillemets on assiste beaucoup de journalistes, d'observateurs parlent d'une guerre de l'information
Bon, bah, oui, effectivement, on découvre qu'il y a de la propagande des deux côtés, hein, quoi de nouveau sous le soleil. Mais là, on a noté quand même énormément enfin, une succession de ce qu'on appelle d'informations bidons, les fameuses fake news, à propos de la guerre en Ukraine, hein. Donc une succession de conneries, l'île aux serpents, une Instagrammeuse totalement bidon, des décomptes très difficiles à faire, le fameux fantôme de Kiev, etc., le pilote d'avion qui n'existe pas, enfin bref. Donc là, est-ce que, une fois encore, les médias, notamment occidentaux, bon, les médias russes aussi, hein, faut pas être naïf, il y a de la propagande des deux côtés, mais est-ce qu'une fois encore, les médias occidentaux ont été particulièrement géniaux dans leur façon de gérer cette crise, en tout cas ce conflit en Ukraine, finalement en étant totalement dans le pathos et rien d'autre? Oui, ben, on retrouve toutes les vieilles ficelles. On est clairement dans une, sans être officiellement en guerre, mais on a quand même un appareil médiatique qui fait de la propagande de guerre, qui n'a rien à envier à ce que font les Russes ou les Ukrainiens, qui eux ont on va dire, de meilleures raisons de le faire, même si évidemment on peut toujours regretter que lorsque les grands médias deviennent des appareils d'influence d'un pouvoir politique, tous les médias sont toujours politisés, il y a toujours un peu de propagande pour des idéologies, mais là, quand c'est la guerre, ça devient grossier. Ça devient vraiment... comment dire, on a déjà eu un avant-goût avec le Covid, en réalité, Macron l'avait dit, hein, nous sommes en guerre. Il faut toujours se rappeler cette phrase, elle est fondamentale. C'est l'annonce la plus claire du véritable programme Covid. C'est une guerre. La question, c'est une guerre contre qui? On ne fait pas une guerre contre un virus. Donc c'est à chacun d'en tirer les conclusions. Mais là, ce qui se passe au niveau occidental, oui, c'est clair que il y a clairement un bloc à l'unisson derrière l'Ukraine, sachant que ça rappelle beaucoup, notamment en Hongrie, ça rappelle beaucoup 56, lorsque toute la presse occidentale était ému par le sort des Hongrois résistant héroïquement aux Soviets, bah, l'aide occidentale n'est jamais arrivée. Et on les a laissés mourir. Et on les a laissés crever. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'Ukraine. Oui, donc comme souvent, les grands élans, etc., cœur sur la main. C'est de la poudre aux yeux, c'est de l'hypocrisie, ce sont des tartuffes qui, il y a 2 semaines, ne savaient même pas placer l'Ukraine sur une carte, encore moins n'importe quelle ville ukrainienne. C'est des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Donbass il y a 2 semaines. C'est des gens qui ne parlent aucune des langues de la région. Bref, on est sur un nouveau, un énième phénomène de société qui passera aussi, voilà, qui sera remplacé dans 2 semaines, dans 2 mois par autre chose. Voilà, c'est comme ça. C'est comme les je suis Charlie, c'est comme les je suis, etc. Et les je suis vacciné, je reste chez moi, je sauve des vies, etc. Bref, c'est du virtue signaling, comme on dit en anglais, c'est de la démonstration de vertu. Donc c'est probablement ce qui est de plus dégueulasse, c'est tout l'inverse de la charité et de la modestie. C'est justement la mise en avant de regarder comme je suis vertueux et bon, parce que je soutiens ce qui est le plus consensuel dans le moment donné. Voilà. Tout ça a une autre coloration en Europe centrale, parce que les Ukrainiens sont nos voisins. Parce qu'on a été avec les Ukrainiens, entre autres, dans le bloc de l'Est pendant des décennies. Parce qu'il y a aussi des contentieux avec l'Ukraine, que ce soit la Pologne ou la Hongrie, notamment. Quel genre de contentieux, par exemple? Des contentieux historiques, surtout. C'est-à-dire que, bon, il y a eu, entre l'Ukraine et la Pologne, il y a eu des nettoyages ethniques et des choses assez... ignobles qui sont passés durant la Deuxième Guerre mondiale, plus des déplacements de population qui ont été faits après la guerre, qui ont été évidemment des traumatismes nationaux. Donc évidemment, il y a encore des plaies qui ne sont pas refermées. Avec la Hongrie, il y a notamment le fait qu'il y a une minorité hongroise autochtone en Ukraine, qui s'est retrouvée en Ukraine parce que les frontières ont changé. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont quitté la Hongrie pour l'Ukraine, c'est des gens qui vivent là depuis 1000 ans. Et qui n'ont pas envie de changer, excusez-les, comme dirait l'autre. Bon, ils sont environ 100 000, donc c'est pas 150 000, c'est pas énorme, mais c'est quand même une minorité nationale
qui devrait avoir tout un paquet de droits sur lesquels il y a eu des accords au début des années 90, qui n'ont jamais été respectés par l'Ukraine, qui est en fait un pays qui est très jacobin, qui a cette attitude assez typique des États nouveaux de vouloir prouver sa légitimité du pouvoir en étant assez dur, en étant très centralisateur. C'est une sorte de maladie infantile des jeunes États qui est inévitable, mais qui peut faire beaucoup de mal aux minorités nationales autochtones. Ça, la France l'a vécu avec la Troisième République, notamment, avec toutes les minorités nationales en France, que ce soit les Bretons, les Corses, les Savoisiens et d'autres. Même dès la Révolution française. Et bien sûr, et on peut remonter plus loin. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que l'État ukrainien a donné un certain nombre de raisons à Budapest pour se fâcher. Donc il y a certains contentieux. Évidemment, après, il faut savoir faire la part des choses. Là, l'Ukraine est en guerre. Donc la Hongrie l'a aussi dit clairement que malgré des contentieux sur le traitement de la minorité hongroise, on soutient quand même l'Ukraine. Et il est évident qu'on aide tous les réfugiés ukrainiens. Voilà. Après, on peut, si tu veux, on peut rentrer après dans comment se passe la gestion des réfugiés. Justement, ça allait être ma question, puisqu'on parlait de vagues migratoires il y a peu là. Bon, une fois encore, de toute façon, c'est un peu comme les épisodes Covid et autres. Hein. Maintenant, les vagues migratoires, c'est en fonction des saisons. Hein. Voilà, on a bien compris que les hommes étaient un petit peu comme des oies sauvages, ça s'envole, ça revient, comme dit la chanson. Est-ce que là, bon, il y a beaucoup de vagues migratoires dans les pays de l'Est, ça arrive également dans les pays occidentaux, entre guillemets. Comment, tu as bien dit tout à l'heure que c'était géré, on va dire, de façon exemplaire, hein, pour des petits pays qui ont des petites structures, qui font avec les moyens qu'ils ont. J'ai eu une information, là, c'était hier ou ce matin, comme quoi 30% à peu près, selon l'Observatoire de l'immigration, 30% à peu près des immigrés ukrainiens qui partaient, donc qui arrivaient dans d'autres pays, n'étaient pas des Ukrainiens, à savoir, ils étaient les trois premières nationalités, c'était, je crois, algérien, marocain et malienne, je crois, la troisième. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais bon, bref, en tout cas, c'est pas ukrainien. Est-ce que, voilà, on a un 2015 bis, est-ce que, à nouveau, puisqu'on parlait des Chinois d'un côté et des Américains qui se frottent les mains, est-ce que là, on a le retour de certains, type George Soros et autres? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus, c'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut voir la publication d'Alexandre Soros, le fils de George Soros, qui hier disait quoi qu'il arrive, on sera toujours en Ukraine et avec l'Ukraine. Donc, bonne chance aux Ukrainiens. Donc eux, ils sont évidemment toujours là. On peut compter sur eux pour voilà. Non, pour ce qui est des proportions que tu disais, alors en réalité, ça évolue. La situation évolue très vite. Comme il y a énormément de gens qui arrivent tous les jours, j'ai envie de dire qu'il y a 3 vagues pour les vagues de réfugiés. Les premiers à être arrivés, ils sont arrivés dans des grosses berlines aux vitres fumées. Ils ont rempli les hôtels de Budapest, de Varsovie, etc. C'est les riches Ukrainiens qui sont dépêchés de passer la frontière. Voilà. Donc, eux, c'est ceux qui ont été le plus rapides pour quitter le pays et qui l'ont fait dans les meilleures conditions. D'ailleurs, il y a ceux qui suivent les différents canaux sur Telegram, notamment, il y a beaucoup de canaux qui soient pro-russes ou pro-ukrainiens, où il y a beaucoup de vidéos qui montrent un peu la situation sur le terrain. Il y a une vidéo qui avait fait pas mal de bruit où on voyait les policiers ukrainiens pousser la file de réfugiés pour laisser passer des grosses bagnoles de luxe vers la frontière. Bref. Donc ça, c'est les premiers qui sont arrivés. Ensuite, il y a eu une très grande surprise au tout début, parce que les premiers trains à arriver de la frontière, on s'attendait à voir des femmes et des enfants ukrainiens, et ça a été pratiquement exclusivement des gens de pays tiers extra-européens, des Indiens, des gens de différents pays arabes, d'Afrique noire. En réalité, ce sont pour beaucoup soit des étudiants, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, il y avait un régime assez favorable aux étudiants étrangers,
qui permettaient des cursus à très bon marché. Et donc, il y avait notamment 20 000 étudiants indiens, par exemple, en Ukraine, au début de la guerre. Pour donner une idée, la Hongrie n'est pas un des pays qui évacue le plus d'Indiens. Et il y a même un secrétaire d'État indien qui est venu en Hongrie pour piloter la mission de rapatriement. Donc, bon, ça, c'est normal. C'est tout à fait normal que des étudiants ou des expatriés qui travaillent de manière légale, etc., quelle que soit leur origine, puissent être aussi évacués et qui puissent ensuite être même rapatriés. C'est parfait pour tout le monde. Maintenant, on peut quand même se poser la question sur comment se fait-il qu'ils aient été les premiers, qu'ils aient eu la priorité sur les Ukrainiens. Ensuite, il y a d'autres vidéos qui montrent très clairement qu'il y a eu des comportements très agressifs, menaçants, même avec des armes, de personnes qui sont ostensiblement pas ukrainiennes, lorsqu'il s'agissait de monter dans les trains pour aller vers la frontière. Voilà. C'est rassurant. C'est rassurant. Voilà. Et donc, c'est ces gens-là aussi qui rentrent. Et ça n'a pas tardé. En Pologne, alors qu'il y a 1 million, c'est énorme, 1 million de personnes arrivées en 10 jours en Pologne, et il y a déjà eu des problèmes de vol, de violence et d'attouchement. Mais je le formule comme l'a formulé le maire de la ville où sont passés ces problèmes, à Przemyśl. Ce sont des personnes qui ne ressemblent pas à l'Ukrainien moyen. Voilà. Comprendront ceux qui voudront. Et pour conclure là-dessus, étant donné que, alors là, les personnes qui ont un passeport ukrainien, un passeport ou une carte d'identité ukrainienne en règle, c'est-à-dire valide tout simplement, peuvent librement passer la frontière vers l'Union européenne. Il y a tout un paquet de mesures qui ont été prises pour leur permettre d'avoir des billets de train gratuits, de l'aide, etc. Donc, comme je disais, il y a eu un grand déploiement de moyens quand même par les pays du V4 pour accueillir et aider les Ukrainiens. Sauf que ça se fait dans le cadre d'une mesure aussi qui est en fait une mesure de l'Union européenne qui en fait permet à tous les gens venant d'Ukraine de rentrer en Europe. Et évidemment, dans le lot, il n'y a pas que des Ukrainiens et il n'y a pas que des étudiants qui ont vocation à être rapatriés. Et on se rappelle de tous les clandestins qui ont été invités par la Biélorussie pour troller l'UE et la Pologne, que la Pologne a bloqué à sa frontière à l'automne dernier, la frontière et la Biélorussie et la Pologne. Eh bien, il y en a un certain nombre de ceux-là, maintenant on le sait, qui sont en train de rentrer via l'Ukraine. Via l'Ukraine. Voilà. Donc une fois encore, changez pas les formules. À l'heure actuelle, il est impossible de donner des chiffres. Ça, j'insiste que pour l'instant, on n'a aucune visibilité on n'a aucune comptabilité sur ce phénomène, mais on sait qu'il existe. À propos de chiffres, justement, puisque on expliquait cette capacité qu'ont les médias à mettre le focus sur ce qui les arrange, pendant 8 ans, la guerre du Donbass a eu lieu, elle a toujours lieu, on estime à 13 000 morts, bon pareil, les chiffres peuvent varier. 14 000 peut-être, voilà. oui. Les chiffres peuvent varier, mais en tout cas ça n'intéressait absolument personne. Là, soudainement, effectivement, tout d'un coup, la guerre prend une autre ampleur, et une certaine ampleur. Parce que c'est un débat qui revient aussi très souvent là, dans les médias, et là, comme justement, toi, tu me sembles très pertinent pour répondre à ça. Est-ce que on constate un petit peu finalement comme les complots, il y a les bons et les mauvais. Est-ce que là on assiste un petit peu à la fameuse rhétorique, il y a les bons et les mauvais nazis, à savoir il y a ce qu'on appelle les ukréno-nazis, etc. Donc Pravi Sector, Division Azov, etc. qui font partie des troupes de résistance à l'envahisseur russe. Qui, de leur point de vue, d'ailleurs, un combat tout à fait légitime, hein, et pourquoi pas, ça peut s'expliquer, ça peut se défendre. Mais de l'autre, en Occident notamment, on nous explique en permanence que des individus qui, sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans une certaine doxa, sont immédiatement classés du côté des nazis, et c'est réglé. Donc est-ce que, sans évidemment, on peut pas faire un son de 3 heures, mais est-ce que
est-ce que c'est légitime? Est-ce que le combat, par exemple, de certains Ukrainiens, des Ukrainiens contre contre les Russes est légitime? Est-ce que les Russes sont dans leur tort? Est-ce que les Russes ont c'est vraiment cette perspective impérialiste de vouloir conquérir tout ce qu'il y a autour d'eux? Ou est-ce que c'est un poil plus compliqué que ça, mais évidemment sans donner tous les tenants et les aboutissants, on n'a pas le temps. Mais voilà, en donnant quelques pistes. Bah, avant toute chose, lorsqu'on vit quelque part que cet endroit est attaqué, je crois qu'on est toujours légitime pour se défendre. Mhm. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Quelle que soit la raison de l'attaque, défendre son foyer, c'est toujours légitime. D'ailleurs, je le pense aussi à l'échelle individuelle. Euh, oui, évidemment que les Ukrainiens sont légitimes de prendre les armes et de défendre leur foyer, leur chez eux, et que on peut avoir des débats pendant des heures sur est-ce que la nation ukrainienne existe, est-ce que l'Ukraine est un pays viable, est-ce que l'Ukraine est un pays qui a une légitimité historique, etc. Oui, on peut avoir ces débats, on doit les avoir d'ailleurs, c'est très bien, c'est très intéressant, mais je crois qu'il y a un moment où, et on peut aussi d'ailleurs, je rajoute, on peut aussi dire oui, mais en fait, l'Ukraine, le nationalisme ukrainien est encouragé par l'Occident pour déstabiliser la Russie. Oui, je pense que c'est vrai, oui, mais ça n'enlève pas la légitimité que peuvent avoir des Ukrainiens à avoir leur propre pays, s'ils le veulent vraiment. Mhm. À partir du moment où les gens sont prêts à mourir pour ça, je crois qu'ils gagnent la légitimité et que c'est incontestable, n'en déplaise aux Russes. Mhm. Et je pense que la Russie a raté le coche il y a déjà un moment avec l'Ukraine. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui n'est que du fait des Américains, même s'ils ont évidemment joué sur les tensions déjà existantes et qu'ils exploitent la situation, évidemment. Mais je pense que la Russie a sa part de responsabilité dans le divorce avec l'Ukraine. Euh, et que ce qui est en train de se passer n'est clairement pas pour améliorer cette situation. Et c'est là d'ailleurs que je ne comprends pas très bien la stratégie russe à l'heure actuelle. Je ne vois pas quelle est la finalité de cette opération spéciale, comme il la nomme, parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent juste écraser l'Ukraine militairement pour la forcer ensuite à se démilitariser, ce qui d'ailleurs à mon sens serait une bonne option pour avoir une Ukraine démilitarisée neutre, ce serait probablement la meilleure option pour le long terme à l'heure actuelle. Est-ce que le but des Russes est simplement de garder la Crimée et le Donbass et ensuite avoir une Ukraine démilitarisée avec éventuellement un président qui pourrait être une marionnette russe bon. Ou est-ce qu'ils veulent aller plus loin je ne vois pas. C'est-à-dire que le scénario que je viens d'évoquer, donc avec l'Ukraine démilitarisée et un président fantoche, c'est ce qui me paraît le plus réaliste à l'heure actuelle du point de vue russe. Aller plus loin me semble délirant et irréaliste. Parce qu'on le voit, il y a une résistance en Ukraine, pas que en Ukraine de l'Ouest, pas que à Kiev. Même à Kharkov, qui est soi-disant une ville russe, et qui est une grande ville de l'Empire russe historiquement, même à Kharkov, il y a une résistance sérieuse. Mariupol, ça ne se fait pas tout seul. Bref, comment tenir un pays sur le long terme? Est-ce que la Russie veut vraiment s'embourber dans une espèce d'Afghanistan géant avec, des frères ukrainiens quoi. Ça me semble absurde et incompréhensible. Donc, pour ça, je reste aussi très prudent. À l'heure actuelle, en tout cas, ce qui est clair, c'est que il est clair que les États-Unis ont été mis au courant avant. Donc, je pense que la Russie a prévenu les partenaires occidentaux pour dire maintenant, voilà ce qui va se passer. Et c'est une des raisons, il y a des choses qui ont dû être négociées, et c'est une des raisons pour lesquelles l'Occident ne bouge pas pour l'Ukraine. Il y a des choses qu'on saura beaucoup plus tard, je pense, dans tout ça. Il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent, et ça, il faut vraiment le garder en tête lorsqu'on commente, parce que on a une vision extrêmement partielle de ce qui est en train de se dérouler. Le dessous des cartes, on peut jouer aux probabilités et émettre des hypothèses, mais on n'en sait rien. Et donc là, c'est très particulier ce qui se passe, parce que pour moi, on n'est pas sur une opération militaire ordinaire. Voilà. Et clairement, on sort de tous les codes qu'il y a pu y avoir jusqu'à maintenant, même du point de vue de la Russie. Les gens qui comparent à ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie ou à la Tchétchénie, c'est pas la même chose. Et surtout, c'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. Et ça compte. La Russie, c'est 140 millions d'habitants, l'Ukraine, c'est 40. Je veux dire,
Il y a un rapport seulement de 3 à 1. Compte tenu aujourd'hui de la nature des guerres, des combats, de l'importance de limiter les pertes civiles, etc., c'est pratiquement infaisable. La Russie ne peut pas envahir toute l'Ukraine et la tenir, et la pacifier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Voilà. Donc, quel est l'objectif russe? On peut émettre des hypothèses, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que l'Occident a acté le divorce et l'a précipité encore plus. Et je pense que c'était concerté également. Voilà. Et c'est là que je pense que comment dire, tout ça s'inscrit dans un redécoupage géopolitique au niveau mondial, où justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a un nouveau bloc de l'Est, où il y a la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran, même le Pakistan. Peut-être j'ai l'impression qu'on est en train de voir un virage à 180 degrés de l'Arabie Saoudite. Oui, j'y pensais. Voilà. Et donc on a une espèce d'énorme bloc asiatique qui est en train de se former. Et que face à ça, eh ben, l'Occident se retranche derrière ses murailles arc-en-ciel. Et qu'on est en train de voir le début d'une nouvelle guerre froide, dont le Covid aura été un outil, un accélérateur, et dont maintenant cette guerre qui est, je pense, plus complexe que ce qu'elle ne paraît, en tout cas dans ses raisons et dans ses conséquences, est également un catalyseur. Donc oui, ne spéculons pas trop, on saura, comme tu l'as dit, les choses un petit peu plus tard. Mais puisque tu m'as donné ma transition, et ce sera ma dernière question, on a un petit peu parlé de ça, mais je voudrais vraiment qu'on dégage une réponse à peu près claire là-dessus. Est-ce qu'à la fin des fins, la guerre en Ukraine va pas renforcer définitivement l'Union européenne, dans le sens où, il y a quelque temps, Macron expliquait que l'OTAN était mort, cérébralement, je ne sais plus exactement, cliniquement mort. Que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Voilà, c'est ça, en état de mort cérébrale. Et à partir de là, l'OTAN revient, encore plus fort qu'avant. Et de toute façon, là, pour les souverainistes, mettons un souverainiste hongrois, mettons un souverainiste français ou autre, et le discours souverainiste dans certains pays, dans la plupart des pays européens, donc, ou des eurosceptiques si tu préfères, vont dire, on va leur expliquer, écoutez, vous voyez, vous n'avez plus le choix désormais, votre discours était déjà qualifié de plus ou moins dangereux, là il sera carrément annulé, puisque l'OTAN, on la pensait pas si indispensable que ça, vous voyez qu'elle est indispensable. L'UE, on pensait qu'elle n'était pas si indispensable que ça, vous voyez qu'elle est indispensable, puisque crédit social qui va être mis en place, parce qu'on parlait Covid, etc., c'est la même continuité. Oui, et puis bientôt ce qu'il va y avoir, les rationnements. Et les rationnements, etc., vis-à-vis de l'énergie. À cause des Russes et pour sauver le climat. Voilà. Exactement. Voilà, donc finalement, une succession, on était dans le Covid, on n'en est pas sorti. Ouais, une succession de mise en place de passes, par exemple, un pass sanitaire, pass énergétique, etc. Donc à la fin, tout ça, c'est pour ça que je reprends ton expression, c'était coordonné, ça a été pensé à l'avance, puisque à la fin des fins, tout ça va servir à ça, entre guillemets. Est-ce que c'est un peu exagéré ou Non, c'est la grande réinitialisation. Alors évidemment, attention, c'est toujours pareil, mais il faut le dire à chaque fois, c'est pas parce qu'un plan existe qu'il est appliqué à la lettre ou qu'il réussit tout le temps, mais le plan existe. Donc déjà, ça c'est la première chose dont il faut tenir compte. Oui, il y a une volonté de certaines élites occidentales de redéfinir en profondeur les outils politiques et économiques et les modes de vie. Voilà, ça doit être dit. Parce que le constat, il est simple, beaucoup d'autres l'ont fait avant nous, même les générations d'avant, ça fait 50 ans que des gens s'évertuent à le dire en Europe. Il y a un moment où le modèle de croissance éternelle, ce n'est pas possible. Et lorsqu'en plus on a un déclin démographique et qu'on a une démoralisation de la population, il y a un moment où on ne peut plus être autant sûr de soi et dominateur en Europe, et où il faut redéfinir les modes de vie à partir du moment où on ne peut plus se permettre les modes de vie d'avant. Sauf qu'évidemment, c'est le moment où les gens se révoltent. Donc, c'est là qu'intervient la meilleure solution lorsqu'un bâtiment est branlant, c'est de faire une destruction contrôlée.
plutôt que d'attendre qu'il s'effondre. Si on attend qu'il s'effondre, on ne sait pas quand ça va se passer et ça va être le bordel. Une destruction contrôlée, c'est inévitable que ça s'effondre, alors autant le détruire de manière contrôlée. C'est ce qu'ont fait aussi les apparatchiks de l'Union soviétique. Ne pas l'oublier, l'Union soviétique a été détruite de l'intérieur, volontairement. Et un certain nombre d'élites considéraient que ce n'était pas viable, et plutôt que de subir l'effondrement, ils ont organisé l'effondrement, et ils en sont sortis gagnants. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer en Occident. Le modèle occidental post-Deuxième Guerre mondiale est branlant, et là, ils sont en train d'organiser la destruction contrôlée pour en sortir gagnants et éviter d'être pendus par les pieds parce qu'ils auront laissé tout s'effondrer par soi-même avec un effondrement du niveau de vie, etc. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, il faut des événements forts pour justifier des changements forts dans nos modes de vie. Et une pandémie ou des menaces de guerre mondiale ou des coupures d'énergie, mais qui ne sont pas de notre fait, c'est parce qu'à cause des méchants russes, tout ça sont autant d'outils qu'ils essayent d'exploiter pour faire passer la pilule. Effectivement, on ne va pas repartir avec un grand sourire à la fin, mais bon, on le savait déjà, hein, on le savait déjà. Là, nous sommes le 9 mars, comment ça se passe dans les rues de Budapest? Ça va? Ça se passe très bien, la population est motivée, il y a énormément de mobilisation d'aide, que ce soit les ONG, les partis politiques, le gouvernement, les particuliers, les régions, les mairies, tout le monde se mobilise, il n'y a aucun problème avec les réfugiés ukrainiens. Ils se comportent de manière tout à fait décente. Le choc est d'ailleurs assez important quand, à la gare de Kalety, en 2015, on avait vu l'afflux de soi-disant réfugiés, que ce soit de Syrie, d'Afghanistan et d'ailleurs. On avait eu toutes sortes de problèmes, des agressions sexuelles au vol en passant par des manifestations qui ont failli virer à l'émeute, etc. Et là, lorsqu'on compare dans la même gare, 7 ans plus tard, que là on a à nouveau une vague de réfugiés, et là on compare les deux, c'est le jour et la nuit. Les Ukrainiens, évidemment, ils arrivent, oui, bah, c'est des réfugiés qui ont voyagé, qui n'ont peut-être pas pu se laver pendant plusieurs jours, ils sont pas très frais, ils sont épuisés, mais ils sont calmes, ils sont respectueux, ils sont, j'ai plus le mot en français, ils ont de la gratitude, ils sont reconnaissants de l'aide, tout se passe très bien, et il y a un bel élan de solidarité populaire aussi pour aider, pour le coup, là on est vraiment sur des femmes et des enfants. Hein. Et c'est d'ailleurs assez dur à voir, mais ça se passe très bien, voilà. Et il y a beaucoup d'actions qui sont faites. D'ailleurs, en ce moment, il y a notamment SOS Chrétien d'Orient qui a notamment une mission qui part de Hongrie, mais il y a aussi Unserland, qui est un parti autonomiste alsacien qui envoie un convoi d'aide à la frontière. Là, je parle juste de 2 exemples dans les derniers jours d'aide venue de France. Donc ça fait chaud au cœur et ça se passe bien. Bah écoute, Ferenc, merci. Merci à toi, merci aux auditeurs et bon courage à tous. Oui, bah, on va redoubler, il va falloir redoubler de courage, hein, effectivement. Faut se souhaiter bonne chance, hein, ça fait un moment là. Bah écoutez, chers auditeurs, si vous ne connaissiez pas, nous vous recommanderons d'aller sur le Visegrad Post sur internet. Vous allez découvrir plein de choses et c'est important aussi d'avoir des éclairages qui changent un peu des médias occidentaux par rapport à des pays finalement qu'on connaît assez mal, qui sont les pays d'Europe centrale. Et je te remercie encore. Si vous avez apprécié ce son, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire, le partager, nous aider également sur Tipeee si vous en avez la possibilité. C'était François-Xavier Consoli pour Radio Lorraine Enragée. La vie commence toujours demain et haut les cœurs.